Daniel Cohn-Bendit, 71 ans, personnage historique d'essence hédoniste, révolte sincère derrière un sourire ravageur. Danny le Rouge, devenu Danny le Vert, offrira-t-il un feu d'artifice ce soir sur le divan de Marc-Olivier Fogiel ? Non, mais comme ça, là, je peux m'endormir. Hein. C'est un peu dur. Hein. Mais enfin, on verra. Bonsoir, Daniel Cohn-Bendit. Bonsoir. Vous n'allez pas vous endormir, vous avez tellement de choses à nous raconter. En même temps, la question, elle a un sens, hein, pas trop fatigant, parce que vous déployez une telle énergie tout le temps, et ça fait 71 ans que ça dure, d'ailleurs, que la question aurait pu avoir un sens. En tout cas, moi, je suis ravi de vous recevoir, parce que c'est pas tous les soirs qu'on reçoit un mythe, quelqu'un qui a fait l'histoire, qui l'a personnifié. Vous êtes connu évidemment depuis ce fameux mai 68, vous avez incarné plus que quiconque cette révolte étudiante. Et vous avez conscience qu'aujourd'hui encore, dans la tête des Français, vous incarnez encore cet éternel étudiant malgré vos 71 ans. Oui, mais je ne suis plus étudiant. Et il y a un véritable problème, c'est que les gens croient qu'à chaque fois qu'il y a une révolte de jeunes ou d'étudiants, je suis le meilleur spécialiste pour expliquer ce qui se passe. Et j'ai des difficultés à expliquer que je n'ai plus 23 ans, mais 71 ans. Mais est-ce que vous êtes toujours révolté ? Parce que vous n'êtes plus étudiant, mais vous êtes peut-être toujours révolté. À ma manière, mais différemment. Je ne peux pas dire que je suis de la même manière révolté qu'à 23 ans. Non, c'est différent. J'ai toujours un sentiment de révolte, j'ai toujours une envie de parler, des fois d'agir contre l'injustice, contre la barbarie, mais ce n'est pas la même révolte qu'il y a 2 siècles. Quand il y a une révolte, il y a une source, c'est ce qu'on va essayer de comprendre ce soir. On peut dire déjà que cette révolte, elle se situe dans l'histoire de votre famille, de juifs allemands qui a dû fuir le nazisme, se réfugier, se cacher. Et même si vous êtes né après la Seconde Guerre mondiale, donc en 1945, cette histoire, elle vous a façonné de façon indélébile. Pour commencer, comme un apéritif, on va regarder une image étonnante, si vous voulez bien, un ovni, en fait, un téléfilm allemand de 1985, diffusé sur la ZDF. Regardez, je vous laisse découvrir cette image un peu ovniesque, histoire de démarrer de façon un peu marrante. Möchten Sie eine Zigarette? Sie werden staunen. Wenn es so toll ist, warum macht er das nicht selbst? Hör zu. Ich weiß, was du denkst. Aber der Mann ist doch dabei, sich selbst zu beseitigen. Du würdest doch nur in eine Falle reinlaufen. Ich will ihn gar nicht beseitigen. Ich brauche ihn doch noch. Mit einer solchen Lebenseinstellung wirst du nicht lange überleben, Mädel. Du musst das ganz cool sehen und dich da raushalten. Vous les aviez revues, ces images, Daniel Cohn-Bendit ? Je savais même plus que j'ai tourné un truc comme ça. Vraiment, je sais... Alors, c'est pas moi, d'ailleurs. Ça, je savais plus, non. J'ai jamais revu. Alors, je suis pas tout à fait Gérard Philippe, mais c'est déjà pas mal, voilà. Il y a d'autres pépites que vous allez découvrir dans l'émission. Mais pour commencer, comme avec les autres invités, je vais vous expliquer, Daniel Cohn-Bendit, pourquoi je vous ai invité. Si je vous ai invité, c'est que... Eh bien, c'est que je me suis dit que si nous sommes tous des juifs allemands, nous ne sommes pas tous des Daniel Cohn-Bendit, volubiles, hableurs, charmeurs, colériques et joyeux. Vous êtes à vous tout seul, un petit bout d'histoire de France rock'n'roll, une Madeleine de Proust au goût de soufre, un doudou roux dans lequel nous aimons tous nous lever. Je suis un mythe, mais je vis très bien en tant que mythe.
Mais le problème avec ceux qui ont rencontré l'histoire, c'est qu'on oublierait presque qu'ils en ont une. Et c'est pourtant cette petite histoire nichée dans la grande qui m'intéresse ce soir. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que vous êtes colère. Monsieur le Président, c'est une honte, c'est minable d'aller à l'ouverture des Jeux Olympiques. La réalité dans le monde, c'est que l'Europe n'est pas à la hauteur de la crise économique. Ta gueule! Dany le Rouge comme rouge sang, Dany le Vert comme vert de rage. Pourquoi ces cris d'indignation répétés, hystérie masculine, volonté de ne pas décevoir vos fans, frisson de revivre cette ambiance barricade qui vous a sacré, à moins que cela ne cache quelque chose de plus douloureux. Car voici encore une raison, votre histoire intime est celle d'une révolte, celle de vos parents qui ont fui le nazisme et qui sont partis trop tôt. J'avais le sentiment que c'est peut-être aussi la résultante de l'extrême dureté, surtout pendant la guerre, d'être réfugiés, de se cacher, etc. Et leur corps n'a pas tenu le coup, quoi. Alors, est-ce cette injustice originelle qui hante vos discours et nourrit secrètement vos engagements depuis 50 ans? Ce qui m'a également poussé à vous inviter, c'est que vous êtes un jouisseur, un hédoniste, préférant survoler les sujets plutôt que de s'y poser, refusant de sacrifier ses crampons de joueur de foot pour un costume 3 pièces tabaratchik. Mais trop aimer la vie ne vous a-t-il pas empêché de laisser une véritable empreinte sur celle-ci? Et puis, la dernière raison, c'est que vous êtes flou. Un peu homme politique, vaguement chroniqueur, doucement révolutionnaire, légèrement écrivain. Et pour flouter encore plus l'image, vous étiez apatride. Ce soir, ce divan sera votre terre d'accueil et l'occasion de faire le point, et si le cœur vous en dit, de lever le poing. Beaucoup donc de choses à raconter ce soir. Avec vous, Daniel Cohn-Bendit, on a tourné ça dans tous les sens. Et évidemment, on ne pouvait pas ne pas commencer par mai 68, si vous voulez bien. Et ce qui m'intéresse évidemment, c'est vous, dans cette histoire, comment vous avez vécu le fait d'incarner la révolte étudiante. En 68, vous avez donc 23 ans, c'est ça, Daniel Cohn-Bendit? Exact. Vous êtes étudiant en sociologie à la faculté de Nanterre. Exact. Étudiant dissipé? Pas étudiant dissipé du tout, pas du tout étudiant. C'est pas la même chose. Enfin, j'allais en cours pour discuter. Apprendre, non? Apprendre... c'est-à-dire que moi, j'apprends en parlant. Donc, c'est vrai que dans les discussions que j'avais à la fac, aussi bien avec les profs comme Henri Lefebvre, Touraine, Jean Baudrillard, etc., j'apprenais beaucoup. C'est en me confrontant que j'apprends, et d'ailleurs, des fois, je réfléchis en parlant. Mais le fait, justement, peut-être d'être extrêmement vif, extrêmement brillant, mais pas bosseur, et donc c'est en discutant que vous fabriquez un raisonnement. Objection, votre honneur. Pas bosseur. Je trouve que me lever à 6h du matin pour faire une chronique à 8h moins 10 sur Europe, etc., c'est bosser. Et quand je travaillais dans une librairie, dans un jardin d'enfants, mais ma forme de travail est peut-être différente de la forme classique. C'est pour ça qu'on dit il est pas bosseur. Pour arriver à ce que je pense, j'ai beaucoup travaillé. Mais différemment. Différemment, donc à la fac, vous y étiez pas pour travailler en tout cas, mais pour discuter et apprendre. Donc très vite, vous prenez donc la tête du mouvement étudiant libertaire, le mouvement 22 mars. Je prends pas la tête. Je deviens le haut-parleur. Le haut-parleur d'un mouvement, donc j'exprime quelque chose. Si vous voulez, mon intelligence, c'est d'être capable de formuler quelque chose un peu avant que les gens comprennent qu'ils ressentent la même chose. On se remet dans l'ambiance, donc, en mai 68, quand Daniel Cohn-Bendit est en première ligne et le porte-voix, le leader. Je crois que c'est la première fois que nous voyons cela. C'est-à-dire que, de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Car si les gens peuvent rentrer, il est évident que nous n'avons plus le droit d'être ici. Donc, l'administration a décidé de déclarer hors la loi ceux qui sont dans la Sorbonne, donc ils occupent la Sorbonne. Politiquement, il faut exactement savoir ce que maintenant nous allons faire, car la situation est nouvelle. Mais c'est un moment, c'est la belle vie. On vit ça, enfin je sais pas, j'ai vécu moi cela comme un mirage, un rêve. Tout d'un coup, tout devenait possible. C'est peut-être là que j'ai
appris ou donc je suis devenu trop probétéen. Tout d'un coup, j'ai l'impression qu'on arrive à faire l'histoire, à tourner la vis de l'histoire. Mais je réfléchis pas tous les matins, « Ouh là là, c'est compliqué, je suis maintenant quelqu'un de responsable ». Vous savez, il y a des histoires absolument abracadabroesques. Hein. Je me rappelle qu'il y a des psys, un regroupement de psys qui voulaient discuter avec moi et ils me disent qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je leur dis le mieux c'est voilà, vous savez, on a des camarades en prison, donc vous pouvez donner un peu d'argent pour qu'on puisse payer les avocats, etc. Donc on a rassemblé du fric et ce qui était quelque chose d'intolérable, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la moitié de l'argent pour aller bouffer à la coupole. Hein? Et voilà, on avait une impertinence de la vie. Et là, je sors de là et je rencontre un vieux copain de mon frère qui me dit « Mais Danny, qu'est-ce que tu fais ?» Je lui explique qu'on a fait ça. Il me dit « Mais tu peux pas, tu es responsable pour le mouvement maintenant et tu n'as pas le droit de faire des choses pareilles. » Et je dis « Je suis pas responsable pour le mouvement doit se prendre en charge. » Et voilà, il y avait sûrement... sur le moment, une inconscience de l'importance historique de ce qui est en train de se passer. Le fait de ne pas avoir vos parents à ce moment-là, puisqu'on va le voir tout à l'heure, mais vous avez perdu votre père à 14 ans, votre mère à 17 ans, est-ce que c'est aussi, peut-être pour vous, une façon de vivre ces moments-là sans garde-fou, sans foyer dans lequel on rentre et qui cadre? Pas tout à fait, parce que d'abord, j'avais un grand frère... Qui sera là avec nous tout à l'heure, qui a 9 ans de plus que moi, et qui a été quelqu'un... qui m'a beaucoup influencé et lui et sa famille, c'était mon lieu familial, si on veut. Et donc, on ne peut pas dire que j'étais simplement seul dans la vie. C'est vrai que j'étais libre, j'avais toute la liberté, j'étais un étudiant libre de ses mouvements, de ses choix, etc. J'avais droit à un tiers de la retraite de ma mère qui était morte, et donc j'avais de quoi vivre. Et c'est vrai que ça a été, pour moi, une grande liberté. Ça, c'est tout à fait exact. Il y a une photo qui va devenir un symbole de mai 68. C'est évidemment la photo de Gilles Caron. Vous seriez, de façon insolente, au nez du CRS. Vous vous souvenez précisément de ce moment-là, Daniel Cohn-Bendit? Oui, bien sûr. Moi, je crois que cette photo, c'est elle qui est responsable, en fait, de toute mon histoire. C'est-à-dire que cette photo m'a surdéterminé. Voilà, si vous voulez savoir, Danny Cohn-Bendit, c'est un jeune homme, malheureusement je ne suis plus rouquin, ça c'est autre chose, avec l'âge, mais c'est un jeune homme, des yeux bleus et un sourire. Un sourire insolent face à un policier casqué qui représente l'ordre et l'État. Eh bien voilà, c'est ça qui m'a surdéterminé, et aujourd'hui, encore dans la rue, des fois, des tas de gens ont en tête cette photo. Mais est-ce que vous êtes toujours ce jeune homme-là? Mais non, je ne suis plus ce jeune homme. Mais ce jeune homme est devenu le mythe et je suis le successeur de ce mythe. Il faut se méfier de ce mythe et de ce jeune homme. C'est Christine Clair, dans son livre « Le tombeur du général », qui nous a dit il avait un double visage. Tantôt, il fallait éviter les drames, il était contre la violence, tantôt, c'était un excitateur. Il ne pouvait pas s'empêcher de provoquer, de déchaîner des forces. Il poussait quand même à des actions violentes qui auraient pu vraiment mal tourner. Il a joué avec le feu. J'ai trouvé le livre de Christine Clair, un des rares livres qui m'a intéressé sur 68, parce qu'elle a eu le culot, elle a eu le culot, d'inventer un tête-à-tête de Gaulle-Cohn-Bendit. Ça, c'est très malin. Et c'est très bien vu. Sur la violence, moi, je crois qu'elle aurait dû relire le livre de Maurice Grimaud, le préfet de l'époque, qui, lui, vraiment est très clair et m'a toujours défendu. Il dit, s'il n'y a pas eu de mort en 68 à Paris, c'est grâce à Cohn-Bendit. Donc, de jouer avec la violence, je dis, là, elle se trompe. Mais comme son livre est quand même assez intéressant, je dis, elle a le droit de se tromper. Un face-à-face avec De Gaulle, ça aurait pu être possible? Ça vous aurait galvanisé, excité, intéressé? À l'époque, non, je crois pas. Moi, le face-à-face qui m'a impressionné, c'est quand je reçois un coup de téléphone de l'observateur de l'époque,
et ils me disent Jean-Paul Sartre veut t'interviewer. C'est comme si vous dites à un catho, le pape veut te voir. Hein, vous êtes à genoux. Et je dis, bon, d'accord. Et j'arrive donc dans la salle où il y a Sartre, et je découvre quelque chose d'extraordinaire, c'est que Sartre est au moins 2 fois plus nerveux que moi. Ça, c'était une rencontre pour moi impensable, mais qui a été réelle et qui a été fantastique. L'idée de rencontrer le général, ça, c'est une idée que je n'aurais pas eue à 23 ans, mais 50 ans plus tard, je dis que ça aurait été intéressant. Mais ça, je le dis aujourd'hui. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a aussi un côté narcissique que vous avez assumé par la suite, à ce moment-là? Vous savez, il y a un truc qui est bizarre. Quand vous êtes connu, les gens, mais surtout les femmes et les filles, vous regardent différemment. Parce que tout d'un coup, le regard accroche. Et ils découvrent des choses qu'ils ne découvriraient pas s'ils ne regardaient pas d'une manière aussi intensive. Mais qu'est-ce que ça a changé chez vous? Votre frère, Gabi, qui sera avec nous tout à l'heure, nous a dit 68, ça a quand même été quelque chose de difficile pour lui. Ses rapports avec les gens, et avec les filles justement en particulier, ont changé. Vous étiez une sorte de rockstar avec les filles, vous les tombiez? Tomber, c'est un gros mot. Disons que peut-être il y en a qui me tombaient moi. Hein? Vous savez, c'est vrai que les rapports des femmes changent, et c'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. Ouais. Ma manière de parler, ma manière de faire des blagues et tout ça, eh bien, suscite une envie qui n'existait pas encore 2 mois avant. Et donc vous, à un moment donné, à vous comprendre, là, vous perdez un peu les pédales dans cette espèce d'effervescence. Moi, je perds surtout les pédales sur l'idée que se font les gens de mon rôle historique. Je crois que c'est ça qui m'a fait, disons, craquer, et c'est pour ça que j'ai choisi une possibilité pour aller parler à Berlin et pour me sortir un peu, disons, du maelstrom de mai 68. Puisque le 21 mai 68, il y a un arrêté d'expulsion qui est décrété à votre rencontre par le gouvernement français. Rétrospectivement, et peut-être même sur le moment, vous dites quoi? C'est une chance, ça m'a permis de m'extraire de quelque chose que je n'arrivais plus très bien ou à gérer? Non. Alors là, pour être quand même sincère, sur le moment, j'y crois pas. Je dis, c'est une blague, bon d'accord, ça va durer 1 semaine. Puis après, j'ai compris que c'était pas le cas. Et rétrospectivement, je dis, ça m'a sauvé la vie. Ça vous a sauvé la vie, ouais. Ça m'a sauvé la vie, parce que dans l'après 68, qui a été quand même très dur pour beaucoup de gens, la création de groupes léninistes, trotskistes, maoïstes, super révolutionnaires et tout ça, qui voulaient en fait m'avoir pour l'aura révolutionnaire que je représentais, eh bien, j'étais loin. J'étais loin, et à partir de là, j'ai été obligé de me refaire une vie en Allemagne, même ce qui a facilité un peu la chose, c'est que je suis tombé amoureux. Et ça a contribué un peu à la légende Cohn-Bendit, le fait que le révolutionnaire soit loin. Oui, c'est vrai que ça a renforcé un peu mon image iconique. Là, il y a du vrai, oui. Et ça vous a permis aussi de fuir un peu de trop lourdes responsabilités? Est-ce que ça, c'est constitutif de votre personnalité, Daniel Cohn-Bendit? Non, ça, c'est un reproche. C'est pas un reproche, il y a beaucoup de gens qui me font ce reproche, ouais. D'accord? On le dit comme ça. On peut le dire comme ça. Ouais. Mais je n'ai jamais fui les responsabilités. Il y a des choses que je ne voulais pas. C'est pas la même chose. C'est comme des années plus tard, me dit oui, vous avez fui la responsabilité de devenir ministre. Maintenant, on me dit vous fuyez la responsabilité d'être candidat à la présidentielle. On n'accepte pas que mon hédonisme, en fait, m'oblige et me permet à me mettre des limites. Je ne veux pas sacrifier ma vie pour le pouvoir. Alain Krivine, homme politique d'extrême gauche qui a fait mai 68 à vos côtés, nous dit « Durant cette période, j'ai reconnu son talent, mais je ne l'ai jamais pris complètement au sérieux, car dans nos échanges de l'époque, il n'y avait jamais eu d'analyse purement politique. C'était le pouvoir de la voix plus que de l'intelligence politique. C'est plus la grande gueule que le grand théoricien, d'une certaine manière. »
Ouais, mais les théories trotskistes de Krivine, si c'était des grandes théories, ça reste à discuter. Ah oui, bon, alors parlez de... D'accord. Hein, ça, c'est... Mais c'est pas vrai. J'avais un background théorique, j'étais libertaire, j'avais lu mes classiques libertaires. La grande différence qu'Alain Krivine, que les trotskistes, les maoïstes n'ont jamais compris, c'est que eux s'identifiaient à un moment positif de la révolution russe, pour les autres Cuba, alors les plus dingos, la révolution culturelle chinoise, il y en a qui même étaient pour la Corée du Nord, l'Albanie, et nous, les libertaires, on était pour les losers de l'histoire, les perdants. C'était les libertaires pendant la Révolution espagnole de 1936, les conseils ouvriers et Kronstadt pendant la Révolution russe, donc tout ce qui s'était fait écraser à un moment de l'histoire, mais qui signifiait quelque chose de positif. Mais factuellement, quand vous arrivez donc en Allemagne et que finalement, comme vous le dites, ça vous a sauvé, là-bas, vous tombez amoureux et vous travaillez dans un jardin d'enfants. Je n'ai jamais voulu être un révolutionnaire professionnel. J'ai continué à faire de la politique, mais en même temps, j'avais l'envie, le besoin d'une activité sociale qui n'était pas stricto sensu politique. Donc j'ai travaillé, je crois que c'était 5-6 heures par jour, 5 jours par semaine, dans un jardin d'enfants autogéré à l'université. Aucun manque, ça vous allait très bien. Et je pouvais faire l'après-midi, le soir et tout ça, je pouvais continuer à faire de la politique. Donc voilà, c'était cette envie d'expérimenter une autre vie. Voilà, et pas simplement d'être une machine politique. Ça a duré combien de temps, cette autre vie-là, puisqu'il y a eu donc le jardin d'enfants? J'ai fait deux fois, une fois 3 ans de jardin d'enfants, puis 1 an et demi plus tard, j'ai fait encore 1 an et demi. J'ai travaillé comme libraire dans une librairie autogérée, Karl Marx, et puis j'ai sorti... après, on a créé en 77, 76, 77 un journal qui s'appelait Pavé Plage, Flasterstrand, et là, il y a eu tout le mouvement... pacifique allemand qui s'est développé, il y a eu le mouvement antinucléaire, il y a eu le terrorisme de l'armée rouge, le terrorisme en Allemagne, et nos combats, le combat de ce journal contre ce terrorisme, etc. Et à la fin, l'émergence des écologistes allemandes, des Verts allemands, et une convergence de ma part et d'une partie de cette société alternative vers les Verts allemands, qui étaient aussi une autocritique, une critique de nos conceptions révolutionnaires. Donc vous êtes allé au Parlement européen, 4 mandats de 5 ans, de 1994 à 2014. D'ailleurs, votre taux de présence, c'est 90%. Immense popularité, vous faites des scores historiques, et puis il y a des moments extrêmement forts, notamment à la tribune. On va le voir. Allez-y, dites-moi. Oui, mais ce qui est aussi ma spécificité, je suis le seul député européen à avoir réussi d'être élu alternativement en Allemagne et en France. Et on va voir à quel point ça a un sens pour vous. Vous qui avez été pendant longtemps apatride, aucune nationalité. Vous avez d'abord pris la nationalité allemande à 13 ans. On va voir dans quelles circonstances. Et puis récemment, la nationalité française. Mais donc d'incarner finalement... C'est les deux. Ouais, les deux. D'accord. D'incarner finalement la politique allemande et française, ça a d'autant plus un sens pour vous. Je suis... si on veut, un bâtard franco-allemand, disons un bâtard qui a mûri d'une manière assez exceptionnelle en 68 et qui est devenu un des meilleurs vins à goûter de l'histoire de l'Europe. Et ce bâtard, donc, ce qu'il caractérise, c'est la façon de s'exprimer, cash. On en regarde quelques images ? Allez-y, allez-y. Écoutez, commencez par choisir votre pays, puis après vous me direz de choisir ma circonscription. Je vais vous dire autre chose. Tous les collabos de tout ce monde, si moi j'ai pas choisi mon pays, c'est parce que mes parents, en 1933, ont été vidés d'Allemagne par Hitler. Alors quand vous me dites cela, choisissez vos amis au Parlement européen qui sont des amis des ex-d'Hitler des amis de la rabattez votre caquet là-dessus. Parce que moi je suis pour tout. Mais de me dire choisissez votre pays, madame, ça je ne laisserai à personne et surtout pas à vous. Choisissez ce que vous voulez, mais là-dessus fermez votre gueule. Est-ce que ce débat au centre, ça vous semble surréaliste, vous ?
Non, moi, ce qui me semble surréaliste, c'est votre émission. Et c'est pour ça que je voulais simplement rester jusqu'à ce que vous me donniez la parole pour dire au revoir aux téléspectateurs. J'aurais bien aimé répondre tout à l'heure à Max Gallo, qui je croyais que c'était une simple introduction. Non, moi, ça suffit. Je crois que ces gens-là ont beaucoup de choses à dire. Ce genre d'émission, on n'y comprend rien, j'y comprends rien, j'ai pas ma parole à dire. Donc, moi, je vais boire un coup. Bonsoir, au revoir. Merci, buvez un coup à notre santé quand même, ça nous fera plaisir. Vous allez manger avec des baguettes avec le président de Chine pour ouvrir les Jeux Olympiques. Bon appétit. Moi, je penserais à tous les prisonniers qui croupissent dans les prisons chinoises. Moi, je penserais à tous ceux qui sont arrêtés. Moi, je penserais à tous ceux qui sont maltraités au Tibet. Quand vous écrirez vos mémoires, vous regretterez ce que vous avez fait. Ouais. Ça continue? C'est vous qui continuez, vous vous aimez dans cet exercice? C'est que le problème pour moi, c'est pas que je m'aime ou je m'aime pas, je suis comme ça. C'est vrai qu'il y a des moments où je suis hors de moi et alors je parle un peu trop vite, des fois trop fort, je crie peut-être, etc. Mais ça fait partie, disons, de mon identité, c'est comme ça. Voilà, donc ça vient de l'histoire qui vous a accompagné avant même votre naissance, d'une certaine manière, l'histoire de vos parents, peut-être. Oui, mais ça, c'est vraiment... D'accord, je suis sur un divan, donc c'est pour réfléchir à ce niveau-là. Mais c'est vrai que il y a un profond sentiment d'injustice prénatale. Alors, comment ça s'incruste dans ma tête, c'est autre chose, c'est injustice, c'est d'avoir eu des parents qui ont dû quitter l'Allemagne, qui étaient persécutés, qui ont dû se cacher pendant la guerre, un frère qui a dû se cacher pendant la guerre, et cette vie-là a été sûrement une des raisons pourquoi leur corps n'a pas résisté à cette intensité terrible de la vie et qu'ils sont morts très jeunes, 56 ans. Et il y avait une immense solitude, ce sentiment de, voilà, l'injustice de cette vie et la conséquence de cette injustice, c'est aussi cette situation d'être orphelin à 17 ans. Vous êtes né donc le 4 avril 1945 à Montauban. Votre véritable nom, c'est Marc Daniel Cohn-Bendit, qui deviendra Daniel puis Dany. Et donc, vous disiez tout à l'heure, vous naissez 10 mois après le débarquement de Normandie. Et ça a un sens. Oui, ça a un sens parce que, mon frère est né en 1936. Mes parents n'avaient pas encore cette peur, cette angoisse de la guerre, même si elle était possible. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le débarquement, il y avait un immense espoir. C'est-à-dire que la vie pouvait reprendre. Et moi, je suis, si on veut, un peu le symbole de cet espoir. À partir de là, mes parents croyaient, après la guerre, aller aux États-Unis. Et mon frère, qui est né en 1936, avait été déclaré à sa naissance français. Et moi, ils ne m'ont pas déclaré en 1945 parce que de toute façon, il va devenir américain, car on va partir dans les 2-3 mois, on va partir aux États-Unis. Pour des raisons assez compliquées, aussi des tensions entre mon père et ma mère, ils n'ont pas été aux États-Unis. Et les 6 mois étaient passés, donc j'étais apatride. Et j'étais apatride jusqu'à l'âge de 13 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est compliqué la vie d'apatride, parce qu'à chaque fois que vous voyagez, vous devez un visa spécial, etc. Enfin, c'était assez dur. Et ce côté apatride, comment il vous marque encore aujourd'hui, Daniel Cohn-Bendit? En quoi il est constitutif de votre personnalité? Ce côté apatride fait que je ne veux pas et je ne peux pas me décider pour un pays. Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'ai la nationalité allemande, j'ai la nationalité française, mais je ne suis pas simplement un Français ou un Allemand. Je choisis un peu, dans mon identité, des choses qui me plaisent de la France, de l'Allemagne, si je veux un peu d'Italie, un peu de là, etc. Donc, apatride, c'est pour moi un champ extraordinaire des possibles. C'est ça qui est fantastique. Vous avez même dit Cohn-Bendit, c'est par définition le paria, celui qui est en dehors et qui trouve son identité, sa faculté d'intervenir dans la société, parce qu'il est le paria, c'est la liberté du paria. C'est une connotation assez négative, le mot
Paria, pour vous, c'est un étendard. Non, mais moi, je vois ça positivement. Bah, dites-moi. Je sais, vous savez, Hannah Arendt a écrit un livre où il y a 4 parias juifs, dont un, c'est Charlie Chaplin. L'autre, c'est Kafka. Alors, vous avez Kafka, qui est une personnalité martyrisée. Mais Charlie Chaplin, c'est l'ouverture, c'est la vie, c'est la joie, c'est l'ironie, etc. Et le paria, pour moi, hein, je ne dis pas que c'est la définition lexicale, je dis simplement le paria, pour moi, c'est quelqu'un qui se met en dehors et qui ne souffre pas d'être en dehors, mais au contraire, profite de cette autonomie et de son indépendance pour faire ce qu'il croit nécessaire, ou de vivre comme il le croit nécessaire. Vous parlez d'Hannah Arendt que vos parents connaissaient, puisque quand ils ont été expulsés, votre père a été expulsé d'Allemagne, donc il vivait avec votre mère en France, dans un milieu d'intellectuels. Vous nous parlez de vos parents, votre père, votre mère, à ce moment-là, qu'ils vous ont légué? Si vous voulez, mon père était avocat. On le voit ici à droite, il faisait partie du Secours Rouge, il défendait donc des démocrates, des socialistes, des communistes, etc. Après l'incendie du Reichstag, on lui a signifié que s'il ne partait pas, il serait arrêté. Et ma mère est allée en France, a fui en France avec lui en 1933. Ils se sont installés à Paris et il y avait un groupe d'intellectuels dont faisaient partie ma mère et mon père, qui se retrouvaient, où il y avait Hannah Arendt, le mari d'Ariane Arendt, de Blücher, un ex-communiste. Et il y a eu une liaison intellectuellement très puissante entre mon père et Hannah Arendt. Et d'ailleurs, une copine a retrouvé que la fin du livre de Hannah Arendt sur l'État totalitaire, le totalitarisme, eh bien, où elle parle justement des apatrides, etc., eh bien, cette fin repose sur un échange de lettres entre Hannah Arendt et mon père. On voit bien donc d'où vous êtes issu. On a vu que vous n'avez pas, vous, vécu la Seconde Guerre mondiale. Vos parents, oui. Votre frère aussi. Il y a eu beaucoup de victimes du nazisme dans votre famille, Daniel Cohn-Bendit? Il y a eu les parents de ma mère. Il y a eu le frère de ma mère, qui était un handicapé. Donc il y a cette branche, si vous voulez, de ma famille qui ont été victimes du nazisme. Vous dites, pour moi, être juif, c'est ressentir en permanence le fait qu'à un moment de l'histoire, on aurait voulu m'anéantir, et de là découle peut-être une explication de mon engagement politique. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre cela, parce que longtemps, j'ai refoulé cette histoire de ce que ça veut dire pour moi d'être juif. Et je disais, moi, je suis juif au sens sartrien du terme. Tant qu'il y a des antisémites, je suis juif. Mais en fait, je ne suis pas juif. Hein, je fais rien, je ne vais pas à la synagogue. D'ailleurs, ma femme n'est pas juive, donc j'ai épousé une goye. Donc on peut dire, je suis complètement intégré. Et puis, il y a une histoire. Par exemple, quand je vais au cinéma et qu'il y a des enfants qui sont victimes, disons, de la barbarie nazie, je ne supporte pas. Et je dis, ces films, c'est pas pour moi. Et je crois qu'il y a maintenant, aujourd'hui, j'en suis persuadé, il y a en moi ce que j'appelle une angoisse prénatale. C'est-à-dire que c'est vrai que je me dis, si au lieu d'être né en 45, en 45, j'étais né en 40, en Allemagne, où j'avais été né en 33, 34, et que mes parents étaient en 32, étaient restés en Allemagne, eh bien peut-être que j'aurais été anéanti comme beaucoup de juifs. Ça s'incarne sur cette photo, ce que vous nous dites là, Daniel Cohn-Bendit. En fait, cette angoisse prénatale, c'est ça. Voilà, c'est cette photo pour moi qui est... qui à chaque fois me rappelle, oui, tu aurais... Alors il faut faire attention à ce que je dis, parce que c'est pas si simple. Mais j'ai ce sentiment, tu aurais pu être cet enfant du ghetto de Varsovie qui sort les mains levées. Et pour la simple raison que c'est un petit juif. Et ça, c'est dur. Et aujourd'hui, c'est encore très présent. C'est très présent
dans mes angoisses. C'est très présent dans la manière dont je vois le monde. Ce que je voudrais dire à ceux qui regardent ce film, regardez cet enfant, regardez les images des réfugiés qu'on ne laisse pas rentrer aux frontières de l'Europe, etc. Regardez bien dans leurs yeux et vous verrez la même terreur, la même peur, la même angoisse. Je pense qu'en 1938, il y avait la conférence d'Évian. Les Américains organisent à Évian une conférence pour dire, bon, il y a 500 000 Juifs qui veulent quitter l'Allemagne, il faut maintenant organiser ce départ des Juifs. Et à cette conférence où il y a 37 pays, eh bien, ils font le constat qu'il n'y a pas 500 000 Juifs allemands simplement, mais il y a des Bulgares, des Polonais, c'est plusieurs millions. Et les États disent, on va faire des quotas, on en prend un certain nombre, et les autres Juifs, eh bien, ils devront rester là où ils sont. Et ne me dites pas que c'est comme ça, cette comparaison historique n'est pas valable parce que la Shoah n'attend pas les réfugiés aujourd'hui. En 1938, personne ne savait qu'il y aurait la Shoah. Mais Daniel, personne. Sauf que vous êtes né en 1945 et pas en 1938. Hein. Oui. Et c'est l'émotion qui vous envahit là, mais elle intervient sur un moment que vous n'avez pas vécu. Oui, mais c'est un moment où ça me renvoie à cette idée que le fait d'être juif peut, historiquement, avoir des conséquences, quoi que je fasse, que je pense. Quand vous avez l'attaque contre l'hypercachère à Paris, on attaque l'hypercachère parce que ce sont des juifs, simplement. Et ça revient à chaque moment. C'est là où il y a une incertitude, une angoisse que j'appelle, ce que j'ai dit tout à l'heure, cette angoisse prénatale, de fait que, voilà, on ne sait pas, je ne sais pas ce qui peut arriver à des Juifs. Cette blessure profonde, Daniel Cohn-Bendit. Je vous raconte une histoire. Mon fils a créé un club de foot à Francfort, un club formidable. Où il s'appelle FC Gutes Ding, c'est la bonne chose. Alors il y a tout, il y a des réfugiés syriens, il y a des Croates, des Serbes, des Allemands et tout ça qui jouent. C'est vraiment l'idéal multiculturel. La semaine dernière, il y a eu on a barbouillé sur le terrain, juifs cours juifs. Avec signe SS, etc. Alors, je ne sais pas qui était visé, je ne sais pas, mais comment, à un moment, voilà, sur un truc de foot, on voit ça. Il y a une permanence d'un racisme, il y a une permanence d'un antisémitisme qui reste, et ça, c'est cette angoisse-là d'être victime de cela, eh bien, c'est quelque chose que je ressens de plus en plus. Mais je dois dire encore une fois, je ne suis pas... Il y a beaucoup d'ex-68 qui ont fait un chemin vers la religion. Moi, pas du tout. Je ne suis pas religieux, je suis athée, je ne vais pas à la synagogue, aucune fête juive, pour moi, n'a de signification. Donc, c'est ça qui est compliqué. Je comprends bien. On a demandé à notre psy, Philippe Grimbert, de se pencher sur cette blessure profonde, compliquée pour vous à appréhender. Cher Daniel Cohn-Bendit, j'étais étudiant, comme vous, à Nanterre, en mai 68. Vous étiez en sociaux, j'étais en psycho. Et je n'ai pas oublié votre humour et votre audace de l'époque. Quand vous mobilisiez vos troupes dans les amphis survoltés où se tenaient nos assemblées générales. Cet éclair d'insolence que l'on pouvait lire dans vos yeux, immortalisé par une photo où l'on vous voit défier les forces de l'ordre. Vous l'avez conservé. Il s'allume encore dans les débats que vous menez aujourd'hui avec le même enthousiasme et la même jubilation. On y voit vraiment la libido à l'œuvre. Depuis, si Dany Levert s'est illustré dans la vie politique, avez-vous cependant le sentiment que Dany le Rouge, le jeune étudiant de Nanterre, avait déjà accompli sa destinée? Quand l'on vous entend dire que votre carrière est derrière vous, peut-être pensez-vous à ces chanteurs qu'une seule chanson a rendu célèbre, à jamais.
La vôtre s'appelle « Nous sommes tous des Juifs allemands » et reste pour toujours associée à votre image. Ce que l'on sait moins, c'est que cette formule qui a marqué toute une génération, cette victoire d'Eros sur Thanatos, des pulsions de vie sur les pulsions de mort, cette formule vous concernait au plus près et rendait justice au destin de vos parents, trahis par leur patrie, quand elle associait, comme nous sommes tous Charlie, tout un peuple à leur douleur. Oui. La seule différence, c'est que j'ai pas dit ma carrière est derrière moi. J'ai dit 68 a été un moment d'une fulgurance incroyable pour moi, qui a commencé à structurer d'une manière exceptionnelle mon identité, et après ça a continué. Pour arriver aux députés européens, exceptionnellement dans 2 pays, tout ça. Donc, la construction de mon identité n'a jamais cessé et en fait, ça continue et visiblement, ça continuera jusqu'à la fin. Cette identité, on va donc continuer à l'explorer en repartant à vos parents. Ces parents qui sont donc arrivés en France dans des conditions que vous avez décrites et qui, très tôt, quand vous avez 5 ans, Daniel, se séparent. Vous restez avec votre mère ici en France et votre père part en Allemagne. Et vos parents ont beau être séparés, quand votre père tombe malade, vous avez 13 ans, votre mère, donc, le rejoint et va s'occuper de lui avec vous. Oui, parce que vous savez, c'est vrai que le couple, disons, en avait terminé avec sa vie de couple, mais l'intensité de cette histoire commune, disons, avec le départ d'Allemagne, et d'avoir vécu caché pendant la guerre, ça a été un lien qui va au-delà du couple. Et donc c'est évident, quand mon père a un cancer, même s'il a une amie, une autre femme à Francfort, que d'ailleurs ma mère connaît, il était évident que ma mère revienne pour aider mon père à passer ces dernières années. Et ces dernières années, ça arrive assez vite, puisque vous perdez votre père quand vous avez 14 ans. Quel souvenir vous gardez de cette épreuve, Daniel Cohn-Bendit? Écoutez, c'est vrai que j'étais assez inconscient, et donc j'ai appris ça au téléphone. Et c'est vrai que même si je savais qu'il était mort, ça m'a surpris. Et il y a une chose, par exemple, que je n'ai pas voulu, je ne l'ai pas vu sur son lit de mort. Je voulais garder l'image de mon père vivant. Et d'ailleurs, c'est très bizarre, parce que ma mère est morte 5 ans après. D'une crise cardiaque. D'une crise cardiaque. J'ai pris l'avion parce qu'elle était encore vivante. Et quand je suis arrivé à Londres, je téléphone à ma tante, c'est la sœur de mon père, pour connaître le nom de l'hôpital. Et elle me dit, c'est trop tard, elle est morte. Donc 2 fois, voilà, c'est par téléphone que j'ai appris. Vous étiez dans une école alternative, située à la campagne, à côté de Francfort, entre 13 et 20 ans, et on va y venir, mais une école assez particulière, donc vous étiez protégé par cette école. Vous dites même que, peut-être trop protégé par cette école, vous avez refoulé la mort de vos parents. Oui, c'est-à-dire que d'abord, il y avait une structure familiale d'accueil, c'était un internat, et disons, la vie telle qu'elle était dans cette école m'a permis de surmonter les moments de solitude. Et voilà, c'est ça qui a posteriori, était quelque chose de très important. Mais vous dites donc que vous l'avez refoulé, cette mort, pendant longtemps, et d'ailleurs, parfois, les choses ne sont pas complètement réglées. C'est plus refoulé que travaillé, comme si j'avais consciemment surmonté leur mort. Ça veut dire quoi, précisément? C'est pas réglé, parce que peut-être, des fois, je me projette, je m'imagine qu'aurait dit mon père en 68, qu'aurait dit ma mère en 68, quelles angoisses elles auraient eues, quelle fierté ils auraient eu, tout ça, c'est pas réglé. Je peux y penser, je peux me projeter là-dedans, puis après, qu'aurait dit mon père, après je sois devenu député, ou ma mère, etc. Voilà,
l'enfant, à un moment, a envie de s'imaginer dans la continuation d'un dialogue avec ses parents. Et quand vous l'imaginez, ce dialogue avec vos parents, vous l'imaginez comment votre mère et votre père auraient réagi à mai 68, au député européen que vous êtes devenu, à l'homme que vous êtes aujourd'hui? Avec beaucoup de fierté. Ça, j'en suis sûr. Je ne sais pas ce que dirait mon frère, mais voilà ce que j'aime à m'imaginer. Voilà le rêve que j'ai. Non, quelle aurait été la réalité, j'en sais rien. On va lui demander à votre frère ce qu'il en pense, puisqu'il est avec nous. Gaby Cohn-Bendit, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là, Gaby Cohn-Bendit. Il n'y a vraiment pas de quoi. Qu'est-ce qu'ils en auraient dit, à votre avis, vos parents, que vous avez connus plus longtemps que Daniel? Mais Danny le sait d'une certaine façon, puisque Hannah Arendt lui a envoyé une lettre après 68, lui disant que s'il avait besoin de quelque chose, il pouvait compter sur elle, et que son père, et sa mère aussi, auraient été très fiers de lui. Et comme il a l'autre exemple, j'ai 9 ans de plus, comme j'étais très fier de lui, comme substitut paternel, il peut imaginer combien mon père aurait été fier, c'est évident. Oui, nos parents auraient été très fiers. Alors, petite rectification. Allez-y, Gaby. Nos parents, ou mon père, celui qui va, est parti, pas en juif, mais en avocat de gauche. Et un haut fonctionnaire nazi, solidarité juridique, a dit Cohn prend le premier train, t'es sur les listes pour être arrêté. Donc, on a été très marqués par ça. Et que toujours... alors, bon... On ne peut pas parler sur les... C'est une de nos grosses divergences aujourd'hui, sur la judaïté. Moi, je me dis non-juif. Vous dites d'origine. D'accord. Et notre père a quand même tenu, et notre mère, qui était un peu plus judaïsante, un peu sioniste de gauche, a tenu à ce qu'on soit circoncis ni l'un ni l'autre. Ni avant, ni après la guerre. Daniel, on a entendu Gaby, votre frère, parler de la relation qu'il a avec vous. Vous, comment vous le décrivez, la relation que vous avez avec lui? Donc lui, il dit une relation paternelle. D'abord, il était, disons, un certain modèle pour moi quand ma mère et mon père vivaient. Et après, il a été le substitut, lui et sa famille. Le substitut, c'était ma famille. C'était un lien très fort. Et on a toujours eu un lien très, très fort. J'ai beaucoup appris de lui. Même politiquement. Vous dites qu'il m'a évité toutes les erreurs politiques parce qu'il les a faites lui-même, quoi. En fait, oui, c'est ça. Lui, il était sartrien, il était communiste, il était trotskiste. Il n'y a pas une connerie qui n'est pas faite. Et c'était bien parce que moi, j'ai pas été obligé de la faire. Voilà, c'est ça. Il vous a montré le chemin de ne pas prendre de temps en temps, d'une certaine manière. Vous, Gaby, quel regard vous portez sur l'homme qu'il est devenu, votre frère? L'homme, bon, c'est... Oui, ouais, il est devenu un homme respectable et bien. Et bon, mais alors là, sur le politique, il dit toutes les conneries, effectivement, mais pas seulement ce qu'il fallait pas faire. Quand il est venu en France, moi, j'étais dans les milieux libertaires. Et j'ai demandé à des copains, bon, Danny va venir, ils l'ont accueilli. On a été à des journées libertaires, et le grand copain de l'époque, Jean-Pierre Duteuil, avec qui on est toujours copains, c'est un des rares libertaires, parce que Jean-Pierre dit toujours, quand les autres disent « Danny, c'est un traître », ouais, c'est devenu un réformiste. Jean-Pierre dit, il a toujours été réformiste. Déjà en 68, il était prêt à discuter avec tout le monde, avec les recteurs, avec le pouvoir, Il a jamais rien trahi. C'est vous qui vous racontez des histoires. Bon, voilà. Et donc, il a été directement dans les milieux libertaires, où je terminais cette carrière jeune, quoi. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est qu'il a fait, après... à partir de là, on a évolué ensemble du milieu libertaire à une idée de responsabilité institutionnelle, etc., etc. Un mot sur cette école alternative dans laquelle vous avez évolué, Daniel Cohn-Bendit. Vous alliez le voir dans cette école alternative où il est resté donc de 13 à 20 ans, à une 60aine de kilomètres de Francfort. Deux, trois petites rectifications. La nationalité allemande, il l'a eu beaucoup plus tôt, à 7-8 ans. C'est marrant, vous n'avez pas du tout le même souvenir de ça. Il se trompe. Il a 10 ans de plus que moi, donc il peut se tromper un peu. Non, d'accord. Oui, je viens d'avoir 80 ans hier. D'accord, ok. Mais un mot sur cette école, si vous voulez bien, l'école alternative.
Dans l'école de Dany, il y avait un parlement d'élèves, et il est toujours fier d'avoir été 2 fois président de ce parlement, on était élus. C'est vrai qu'il était dans cette école où c'est des enseignants, l'internat, c'était un couple d'enseignants ou des enseignants dans un petit pavillon qui gérait un certain nombre de gosses. C'était pas l'internat comme ici. Et c'était une vie, c'était pas un internat. Hein. On y vivait, on faisait plein de choses. Hein. Voilà. Racontez-nous ça, juste une seconde, Daniel Cohn-Bendit. En quoi cette école vous a aussi constitué? D'abord, c'est une école, il y avait un parlement. Donc, dans cette école, j'ai inventé la campagne électorale. Il y a une fameuse scène où je suis au premier étage devant la place où il y avait où on mangeait le réfectoire où on mangeait tous ensemble et de la fenêtre j'ai promis un centre pour les élèves, je sais pas pour la première élection. Et deuxièmement, on faisait beaucoup de théâtre. J'ai fait beaucoup de théâtre dans cette école. On écrivait des pièces. J'ai joué le Malade imaginaire. J'ai joué Goldoni. Et puis on a écrit une pièce où j'étais un peu Till l'espiègle, etc. Donc voilà, tout ça, ça m'a donné, disons, d'abord une idée de la politique et deuxièmement la possibilité d'apprendre à m'exprimer par le théâtre. Pour terminer, Gaby, à votre avis, qu'est-ce qui fait que dans sa carrière politique, il a été député européen, on l'a vu, sur 4 mandats de suite, mais qu'il n'ait pas été plus loin, là où beaucoup l'attendaient. En 68, certains disaient qu'il sera président de la République, ministre, tout ça. Qu'est-ce qui l'en a empêché? Son goût de la vie, d'une certaine manière? Son goût de la vie est un refus, et ça c'est très inné, du pouvoir, de l'influence, oui, faire avancer les idées, mais le pouvoir, c'est un truc on comprend même pas comment des gens peuvent se battre pour être ministre, comment on peut faire crever un parti comme les Verts pour savoir qui sera le ministre, etc. C'est des choses qui nous sont étrangères. On se bat vraiment pour des idées, donc on peut être élu, député, mais le pouvoir, ministre et tout, et là c'est vrai, c'est pas une vie d'être ministre. Merci beaucoup Gaby Cohn-Bendit. Il n'y a vraiment pas de quoi. Merci beaucoup Daniel Cohn-Bendit là-dessus, sur ce goût de la vie, ce côté hédoniste, jouisseur, amoureux de la vie. C'est un de vos traits de caractère. Et on peut dire que vous avez préféré la vie à la politique, d'une certaine manière, au pouvoir en tout cas, ou à la carrière. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. À la carrière, le mot qui convient. Non, parce que être député européen à la fin pendant 20 ans, être président du groupe des Verts, être reconnu au Parlement européen, c'est une carrière. Cette carrière, pour avoir de l'influence, comme le dit mon frère Gaby, oui, la seule chose, c'est être ministre. Moi, j'ai un très très bon copain, un de mes meilleurs, Joschka Fischer, qui a été ministre des Affaires étrangères. Lui, il a un goût inné pour le pouvoir. Et il a planifié, à partir du moment où il a choisi d'être député, il a été ministre de l'Environnement, après il a été au Bundestag, et il a planifié sa carrière de ministre des Affaires étrangères et de vice-chancelier de l'Allemagne. Mais ça veut dire que vous êtes complètement pris par la politique. D'abord, vous vous déplacez qu'avec des gardes du corps, vous en avez 3, 4, c'est pas une vie. Donc vous aimez trop la vie d'une certaine manière, pour accepter de ne pas en jouir à 100%. J'aime trop la vie et la liberté. C'est ça. J'ai envie d'aller au cinéma quand je veux, d'aller voir un match de foot quand je veux, de rester au lit quand je veux. Et donc, c'est vrai que je me suis forcé à aller à Bruxelles, aller à Strasbourg, mais il y avait toujours cette possibilité de vivre. Et d'ailleurs, je prenais au moins 2 mois à 2 mois et demi de vacances, même 3 par an. Vous voyez, par exemple, au moment où mon fils est né, ma femme avait déjà un fils qui avait 5 ans et mon fils est né beaucoup plus tard, etc. Eh bien, pour moi, 3 jours à Strasbourg et Bruxelles, ça suffisait. Après, je voulais rentrer et j'étais un père présent. Et il n'était pas question d'être un ministre donc l'enfant qu'il ne le reconnaît qu'à la télévision. Pour moi, c'était impensable. Voilà, c'est tout. C'est un choix de vie. Et de dire que ça m'a empêché, je crois que ceux qui deviennent ministres
ou même président de la République, et qui ne rêvent que de ça, ça les empêche de vivre. Mais par exemple, une œuvre intellectuelle, quelques grands livres, vous en avez fait des livres, mais beaucoup que vous avez coécrits. On a un peu l'impression que vous adorez jeter des idées, mais vous posez... C'est pas ridicule, évidemment, ce que vous avez fait, loin de là, beaucoup en rêveraient. Mais pour ceux qui vous aiment, ils disent, il aurait pu faire beaucoup mieux, plutôt qu'échanger avec Bernard Kouchner. C'est pas une œuvre intellectuelle, par exemple, que vous avez laissée. Moi, ce que je lègue au monde, c'est ma capacité de parler. Et voilà. Là encore, comme s'il y avait une seule possibilité de devenir éternel dans ce monde, c'est par un livre. Aujourd'hui, pour moi, l'important, et ça commence à être reconnu, maintenant j'ai une idée, j'ai une envie, j'ai une volonté d'Europe, et ça me définit. Et bon, à partir de là, ça me suffit. Une fois pour toutes, il faut que tout le monde comprenne que je ne veux pas. Ça les rend tellement fous, cette histoire des présidentielles. Ils sont tous dingues, Et moi, je ne veux pas finir, mais déjà à 71 ans, dans une folie aggravée. Voilà, c'est tout. Donc, faut des présidents de la République tant qu'il y aura cette élection présidentielle, mais il faut quand même des gens qui aient envie de faire autre chose. Mais par exemple, ce qui fait dire à un ami proche de vous, un Franck Laval, président de l'association Écologie sans frontières que vous connaissez depuis toujours, il n'assume pas de diriger, forcément ça fait beaucoup de déçus, car il s'avance et finalement il se retire. C'est là toute l'ambiguïté du personnage, il en est conscient. Moi, je veux bien, hein. On a avancé, on a fait Europe Écologie, et puis on a perdu, j'ai perdu. C'est pas que je me suis retiré quand j'ai constaté qu'on avait perdu, que politiquement, ceux qui avaient structuré Europe Écologie, on avait perdu la main, et que d'autres ont repris Europe Écologie, et donc j'ai dit, bon voilà, c'est une... aussi, il faut reconnaître sa défaite. Mais encore une fois, je n'ai jamais voulu être un professionnel de la Révolution. Je ne veux pas devenir un professionnel maintenant de la politique de telle manière que je ne puisse vivre qu'en allant toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Voilà, c'est tout. C'est très clair. Et à côté de ça, ça vous permet en plus de faire plein de choses. Des choses, on va y venir, hein, dans les médias, mais aussi donc de vivre. Passion, on le sait, pour le football. Dans le côté touche-à-tout que vous êtes, on exporte ça rapidement. Mais donc, le foot, vous parliez tout à l'heure de votre copain Joschka Fischer, on va vous voir jouer avec lui. Le foot, c'est plus qu'une passion. Pour vous, c'est une vie aussi, d'une certaine manière. Vous connaissez tout par cœur. J'ai appris à lire en décryptant l'équipe. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai toujours joué au foot depuis l'âge de 7 ans, 8 ans. Tous les samedis, on jouait l'après-midi, on s'engueulait, on était des mômes de 10 ans, etc. Et c'était la thérapie du cri, on se lâchait complètement, et voilà. Le cinéma, c'est un truc qui vous façonne. Vous avez été... Ça m'a toujours fasciné, surtout. Ouais. Scénariste, acteur même. On vous regarde déjà acteur quand vous jouez vous-même votre propre rôle? On va se détendre. Le drame de ma vie, c'est que je ressemble à Cohn-Bendit. Oh, il est plus grand, plus baraqué. Mais quand ça va mal pour moi, je joue. Alors, tout simplement, je me shoote aux barricades. Premier acte. À ma droite, les policiers qui chargent, à ma gauche, les étudiants. Mais voici que les étudiants armés de pavés contre-attaquent. C'est une offensive fantastique. Les policiers reculent. Et il y en a un qui est tout seul devant. Il fait au moins 1,80 m. Il est rouquin, il a les yeux bleus. Je le vois là-bas, il balance les pavés. Il a les mains pleines de pavés. Il avance, il avance. Renaud, tu sais, dans la configuration politique actuelle, je suis peut-être plus centriste que toi. Mais c'est pas ça le problème. Tu me fais penser à un Tsipras blond. Ah bon? Mais tu sais, le grec, il s'est fait niquer par Merkel, il s'est fait niquer par Hollande, il s'est même fait niquer par son copain Varoufakis. Alors, sérieusement, si t'as besoin de conseils, je suis là. Et moi, je suis réglo,
et je nique personne. J'ai pas besoin de vous, monsieur Bendit, pour défendre le fleuron de la robinetterie française. Je me laisserai pas récupérer, monsieur Bendit. Vous autoparodiez Daniel Cohn-Bendit. Hein. Ouais, mais c'est marrant. C'est marrant, ouais, c'est... On me propose des choses, des fois je dis oui, des fois je dis non, et on me dit mais tu peux pas comme ça. Si, je peux tout. Voilà, je peux tout, et je m'en fous de ce que pensent les uns et les autres. C'est exactement ça, je peux tout et je m'en fous. Elle était magnifique, on voit bien que ça vous plaît bien. Ah oui, voilà. Il y a ça, cette phrase, je la retiens, je peux tout et je m'en fous de ce que pensent les autres. Aujourd'hui, comme hier et comme demain, on est d'accord ? Comme demain, on verra, avec l'âge, ça devient plus difficile. Mais oui, c'est vrai, je veux aller dans la même direction toujours. Avec l'envie d'être aimé aussi. C'est vrai. Quand j'interviens même publiquement, ou quand j'interviens dans des petits groupes, ou quand je suis avec des personnes, pas seulement des femmes, etc., j'ai une envie d'être aimé, j'ai une envie qu'il y ait un sentiment qui va au-delà simplement de la reconnaissance intellectuelle. D'admiration aussi ? Vous avez besoin qu'on vous admire de la même façon ? Oui, certainement. C'est-à-dire que c'est vrai que quand je me balade dans Paris et que quelqu'un me dit « Ah, la vie est complètement différente parce que vous existez », je crois pas que ça soit vrai, mais c'est extraordinaire que quelqu'un vous dise quelque chose comme ça. Et ça peut faire peur. Moi, je me rappelle que quand je suis arrivé, donc en 68, j'étais interdit de séjour, je me suis teint les cheveux, j'arrive à la Sorbonne, etc. Et je commence à parler, les gens d'abord, j'avais des lunettes de soleil et tout ça, les cheveux noirs, et j'étais présenté comme un camarade espagnol. Et donc je commence à parler, ça n'intéresse personne, et tout d'un coup j'enlève mes lunettes. Et tout le monde me reconnaît. Et vous avez l'amphi Richelieu plein debout, et en 20 minutes, parce que c'était là, la cour de la Sorbonne était pleine. Il y avait ce sentiment, les frontières, on s'en fout, nous sommes tous des juifs allemands. C'était une admiration qui était formidable pour moi. Ça me réchauffe plus que le cœur. Oui, c'est vrai que ces moments-là, je trouve ça jouissif. Pour parler de ça, on va faire appel à un de vos amis, réalisateur. Il vous a fait tourner dans son dernier film, Les Jours Venus, Romain Goupil. Bonsoir Romain. Bonsoir. Vous le connaissez bien, Daniel Cohn-Bendit, puisque vous l'avez croisé durant les événements de mai 68. Et c'est dans les années 90 que votre amitié s'est véritablement scellée. Elle est basée sur quoi, votre amitié, Romain Goupil, avec Daniel Cohn-Bendit? Sur la façon dont il a participé de ma construction. Il était sur des positions libertaires. Il était contre le petit gauchiste borné qui n'avait qu'un seul horizon, qui était la Révolution de 17. On a participé exactement des mêmes mouvements, mais lui, en remettant en cause, en décalant toujours, et cet incroyable esprit qu'il a de liberté, c'est quelque chose qui a participé du fait que j'ai réussi à penser contre moi-même, à être infidèle à ce que j'étais et à me rapprocher incroyablement de cette façon de penser. C'est le seul de nous tous qui a réussi à penser 68 pour ce que c'était. Ce n'était pas le doublon de 1917, c'était une révolte culturelle d'importance et il a été le personnage qu'il était à l'époque. En plus, quelque chose que j'admire, mais d'hier, d'aujourd'hui, d'après, cette façon qu'il a, sans arrêt de décaler les choses, de penser différemment et de ne pas se prendre au sérieux. Mais ça, quand vous avez un ami comme ça, mais c'est le rêve, c'est plus qu'un ami. Hein. Ouais, je vois ça. Pas se prendre au sérieux, c'est pour ça que vous pouvez faire appel à lui pour un film. Vous savez qu'il est capable, même s'il a une image publique, politique, etc., de la tordre, cette image. Il se moque de lui-même, il adore la dérision, mais ça c'est preuve d'intelligence et de rapport au monde. C'est simple de discuter avec lui dans le métro, simple de le rencontrer, c'est jamais agressif. Il y a quelque chose qui me surprend, il m'étonne et j'adore d'être avec lui ou à ses côtés. J'adore ça. J'aime nos discussions, j'aime... Et c'est, quand on dit jouisseur, c'est un provocateur, un agitateur. Il lance les débats et il est capable de dire un truc, le contraire,
pour simplement provoquer une réaction. Et il y a une question que je voudrais simplement poser, bien sûr, qui s'attend au piège, mais moi-même j'ai été piégé. Il est quand même parfois, il se la pète un peu quand même. Et donc quand Obama à Cuba a dansé avec Michel, le v'là-t-il pas qui dit ouais, mais moi, je sais plus sur quel plateau, moi aussi j'ai fait de la danse. Et donc la question c'est ah ouais, toi aussi t'as fait de la danse? Non, Obama dansait un tango en Argentine. Et j'ai dit, quand j'étais à l'école, j'ai pris des cours de danse et j'ai eu un prix en danse latino-américaine. Alors voilà, il n'a pas dansé avec Michel, mais t'as vu la danseuse, comme elle mettait sa jambe autour de la hanche d'Obama, c'était assez sexy, non? Non, voilà. Voilà, depuis tout à l'heure, on va explorer ça après, parce qu'on est presque à la fin de l'émission, mais il reste encore beaucoup de sujets à aborder. Mais votre copain, il parle beaucoup de filles quand même si ça fait 30 ans que vous êtes avec la mère de votre fils. On va voir à quel point c'est important pour vous, et c'est un aspect personnel qui dit beaucoup de vous aussi. Mais il parle beaucoup de filles quand même, votre copain, non, Romain? Et on en parle tous les deux, et effectivement, ce qui nous énerve le plus, c'est les jeunes filles qui viennent nous voir en disant « Ah, ma mère vous a adoré sur les barricades ». Donc là, il y a des fois où on se regarde, on fait semblant de ne pas avoir trop entendu ce qui se disait et tout, mais bien sûr que le plaisir qu'on a à regarder, à être assis, à pas se parler, il faut pas imaginer qu'on discute sans arrêt politique. Encore que ça lasse, il adore le foot. Mais quel casse-couille. Il adore le vélo, mais pas le vélo. Il adore le vélo avec tous les petits trucs ridicules, hein, le maillot, les numéros, les shorts, parce que c'est plus facile. Je n'ai jamais monté sur un vélo de course. La pétanque, le kayak, tout ce qui fait que c'est différent, qu'on profite du soleil, qu'on peut regarder effectivement les filles manger. Manger est un plaisir. Demandez-lui les pâtes, l'Italie, la façon dont il parle plusieurs langues, c'est un plaisir. Ce garçon est un plaisir. Des copains comme ça, on en veut bien tous les jours, hein, Daniel Cohn-Bendit. Donc, il vous décrit bien, l'hédonisme, quoi, hein, on est d'accord? Oui, oui, absolument. Ouais. Je revendique l'hédonisme. C'est pour ça que je veux pas le pouvoir. Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup. Vous avez toutes les qualités, Daniel Cohn-Bendit, à écouter vos proches. On vous aime. Vous en avez conscience? Oui. Oui, mais ils sont formidables. Moi, je les aime aussi. Un point dont on n'a pas parlé, c'est cette casserole que vous traînez depuis un moment donné. Pourtant, vous l'avez expliqué, elle ne vous lâche pas, cette casserole. On en dit 2 mots, vous voulez bien? Vous faites ce que vous voulez. Ce livre, Le Grand Bazar, sorti en 1975, vous écrivez votre expérience en jardin d'enfants à Francfort, et vous y évoquez donc les attentions que vous adressez aux enfants dont vous avez la charge, d'une manière, on peut dire, maladroite? Si on veut, en reprenant ce que vient de dire Romain, c'est le contre-pied de la provocation. C'est-à-dire que j'ai voulu, à un certain moment, ramasser toute une provocation contre une certaine idée de l'éducation, idée des enfants, de la sexualité infantile, etc. Et donc, j'ai résumé ça dans une provocation que, aujourd'hui encore, disons, à chaque fois que c'est lu, on rapproche ça de la pédophilie. Et la complexité de la chose, c'est que je raconte quelque chose comme si c'était arrivé, alors que c'est justement un condensé, une provocation, etc. Et à chaque fois qu'on veut me chercher et que, vous savez, il y a le fameux livre de Ross sur la tâche. Hein? C'est vrai que dans chaque vie, il y a une tâche, il y a quelque chose qui a mal fonctionné. Et ça, c'est ma tâche, c'est-à-dire d'avoir joué un peu avec cette idée de la sexualité infantile qu'on a pu rapprocher à la pédophilie. Le livre, il sort en 1975. Il faut dire qu'en 1975, personne ne l'a critiqué, ni en Allemagne. Ça n'a pas été un scandale, ni en Allemagne, ni en France. Même, il y a eu un compte-rendu dans Le Monde où il le cite même pas. Cette phrase, il la cite même pas, cette phrase. Pour les téléspectateurs qui ne sont pas complètement au courant de tout ça, je vais lire une phrase du livre.
Il m'était arrivé plusieurs fois que certains gosses ouvrent ma braguette et commencent à me chatouiller. Je réagissais de manière différente selon les circonstances, mais leur désir me posait un problème. Je leur demandais « Pourquoi ne jouez-vous pas ensemble? Pourquoi vous m'avez choisi moi et pas les autres gosses ?» Mais s'ils insistaient, je les caressais quand même. Ça, c'est ce que vous écrivez en 75. Ça passe inaperçu parce que vous expliquez très bien le contexte de la provocation, du contre-pied que vous voulez prendre à l'éducation traditionnelle. Mais des années plus tard, ça vous poursuit. Regardez François Bayrou sur un plateau. Il trouve rien d'autre comme tâche, donc il prend celle-là. Vous êtes venu déjeuner 3 fois à l'Élysée. En tant que président, du groupe, avec tous les présidents, dont le président de ton groupe. Pourquoi vous sentez-vous mal? Mais je me sens pas mal, je trouve ça ignoble de ta part, parce que tu sais exactement ce qu'il se passe quand on est président de groupe. Tu as été député européen, tu sais ce que c'était. Et ce genre de jeu, devant les citoyens, eh bien, mon pote, je te dis, jamais tu seras président de la République. Très bien. Parce que tu es trop minable. Très bien. Je trouve ignoble, moi, d'avoir poussé et justifié des actes à l'égard des enfants que je ne peux pas accepter. Je suis sûr que tu viens là-dessus. Alors, on se téléphone souvent. Vous voulez répondre? On se téléphone souvent. C'est une vieille histoire que tout le monde a Vous oubliée. êtes venu déjeuner. Oui, mais si on veut, là, François, il s'est trompé, François Bayrou. Parce qu'en fait, il a perdu 3% des Européennes avec cette intervention. Personne ne l'a compris. Je veux dire, ce qui est difficile, après, il y a eu des débats en Allemagne, des années après encore. Voilà. Ce qui est difficile avec ce genre d'histoire, c'est que, tout le monde fait comme si on avait découvert quelque chose. Personne, rien n'est caché. Ce livre était public, ce livre a été vendu, etc. Et à l'époque, les gens ont trouvé ça intelligent, idiot ou pas, j'en sais rien, etc. En tout cas, ça fait pas polémique, quoi. Ça n'a pas fait polémique. Et donc, si ça fait polémique après, pour une raison que je comprends, c'est que à l'époque, on n'avait pas découvert ce drame incroyable de la pédophilie. Et donc aujourd'hui, quand on lit ces lignes, elles sont intolérables parce que justement, l'on vit aujourd'hui, on l'a découvert, on a cette dimension dramatique de la pédophilie. Donc moi, je ne suis pas en rogne contre des gens qui me disent « je ne comprends pas, comment as-tu pu écrire des choses comme ça ?» Ce qui m'énerve, c'est comme si on fait que j'étais pédophile. Et ce qui est marrant, c'est que les enfants du jardin d'enfants, quand c'est sorti, ils avaient 30 ans. Et ils ont dit, mais arrêtez, il ne nous a jamais rien fait. Il n'y a personne, justement, aucun enfant. C'est ça ma question, Daniel. Comment vous vivez le fait d'avoir en permanence à devoir vous en justifier? C'est la vie, c'est comme ça. Dans l'espace politique, dans l'espace de la société, il y a aussi de la méchanceté. Et je suis sûr que après ma mort, Marine Le Pen dira « il s'agit un pédophile ». C'est la vie, c'est comme ça, là, je n'y peux rien. Vous me dites ça comme ça, il y a des moments où ça vous affecte d'être en permanence ramené à ça par vos détracteurs. Ah non, mais ça, il y a eu des moments où j'ai failli craquer. Et c'est grâce, alors là, justement, non seulement ma femme, mais des amis, des mères qui avaient leurs enfants dans ce jardin d'enfants à l'époque, qui sont intervenus, qui ont parlé, qui m'ont aidé. Mais c'est vrai que c'est intolérable. Enfin, c'est intolérable, non. C'est très dur à vivre parce qu'on vous compare avec tous ces pédophiles dont on vous parle aujourd'hui. C'est tout, voilà. Et c'est évidemment que j'ai honte. J'aurais préféré, tout à l'heure vous avez dit, vous n'avez pas écrit le grand livre que vous devriez écrire, d'accord? Mais moi, j'ai un désir que je n'aurais jamais dû écrire des conneries pareilles, comme ça. Voilà, ça, c'est bon, ben c'est comme ça. Et j'entends, j'ai failli craquer. Ouais. Mais je n'ai pas craqué. Et parce que j'étais justement avec des amis, dans un entourage, et c'est ça qui est formidable, c'est que si vous êtes dans un certain milieu qui vous protège à certains moments, ça fait du bien quand vous êtes pas loin de la rupture et de craquer.
Donc le livre, on l'a bien compris, d'où il venait, on va dire c'était les mauvais côtés de mai 68, d'une certaine manière que vous avez mal géré avec l'écriture de ce livre. On va voir ce qui reste de mai 68 rapidement dans votre vie d'aujourd'hui. La vie en communauté, aujourd'hui, c'est pas totalement ça, mais c'est pas loin non plus. Vous vivez depuis 2009 à Francfort et vous partagez une maison au fonctionnement écolo avec 4 couples d'amis, un couple à chaque étage. Il y a encore ça chez vous, à 71 ans, la vie en communauté, plus organisée qu'à l'époque, mais il y a ça qui est revenu. Oui, enfin j'ai vécu en communauté pendant une quinzaine d'années. On était 7, on était 12 dans une communauté, on était 6 dans une autre. Mais là, voilà, là c'était la vie d'avant en communauté. Ça, oui, et là on est des couples. Entre-temps même, je me suis marié, etc. Mais c'est vrai qu'on a besoin, disons, d'un collectif. Et l'idée, si on veut, c'est que dans cette maison à 4 étages, eh bien, on peut se retrouver, on peut organiser des petits déjeuners, on se retrouve à discuter, etc. C'est-à-dire que on ne s'isole pas comme ça dans un couple. Voilà. À un moment donné, vous l'avez fait pourtant, hein, parce qu'il y a eu cette vie en communauté qu'on a vue là, et avant cette vie avec 4 étages, 4 couples dans une communauté plus organisée, il y a une vie quand même où vous étiez un couple plus classique. C'est vrai, mais même aujourd'hui, je vis en couple classique. C'était que ce couple, justement, a cherché de se rapprocher d'autres couples pour avoir aussi un espace collectif. Avec votre femme, vous êtes mariés. Et ce qui est assez surprenant, c'est que vous avez accepté qu'il y ait des caméras pour ce mariage. On va en voir quelques images. C'était le 29 août 1997. Vous avez alors 52 ans. On va vous voir très ému. Et c'est votre femme, hein, d'ailleurs, qui vous a demandé en mariage. Vous étiez à New York, vous parliez de votre future candidature aux Européennes de 99. Elle vous demande en mariage. Et pour le mariage, vous acceptez des caméras. Allez, on y va. Ingrid. On y va? On y va. Allez, on y va. Où est la porte? Je veux me marier. Bonjour. Bonjour. Monsieur? Ah, on fait ça comme ça? Avec l'écharpe du merde. Vous avez les couleurs, vous avez les C'est couleurs impressionné. Monsieur Combendit, Marc, Daniel, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Foch Ingrid? Oui. Madame Foch Ingrid, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Combendit, Marc, Daniel, ici présent? Oui. Oui, c'est gentil, c'est beau, elle est très belle. Elle est très belle, ma femme, et oui, tout le monde est content, on peut faire ça comme ça. J'avais 52 ans. On était depuis 25 ans ensemble. Hein, voilà, donc, moi, je trouve il faut tout tenter. Donc, après ne pas avoir voulu d'être marié, après des tas d'expériences que j'ai eues avant qu'on soit ensemble avec d'autres femmes, eh bien aussi, j'ai accepté l'aventure du mariage. Et c'est très bien ainsi. Votre femme, Ingrid, en 88, elle se retrouve entre la vie et la mort après une rupture d'anévrisme. Et c'est un déclic qui, derrière, vous donne le courage, d'une certaine manière, de construire quelque chose avec elle, d'avoir une descendance. C'est-à-dire que ça a été, évidemment, quelque chose de terrible, cette rupture d'anévrisme, une opération de 6 heures, et elle s'en est sortie d'une façon extraordinaire. Et c'est vrai qu'à partir de là, pour moi, l'envie est de surmonter cette crainte, de ne pas être à la hauteur de paternité. J'avais quelque chose d'infantile, un peu trop infantile, de dire c'est une responsabilité dont j'ai peur. Et donc, 2 ans après sa rupture d'anévrisme, on a décidé de faire un enfant. Et maintenant, je regrette qu'on ait attendu si longtemps. Quand vous dites « je regrette », ça veut dire parce que vous en auriez bien eu d'autres? Oui. Oui, oui. Une fratrie. On dit qu'un enfant, c'est pas une famille, d'une certaine manière. C'est ça, un peu? 2, ça aurait été une famille? Oui, enfin, c'est très compliqué, parce qu'en fait, j'ai encore une fille. Pardon? Oui, vous saurez tout, mais c'est pas grave. Non, en fait, en 73, j'ai eu une relation, et j'ai appris 35 ans après que j'ai eu une fille.
Voilà. Et d'ailleurs, c'est très compliqué parce qu'avec le père, j'étais très copain et qu'on a même vécu ensemble en communauté. Et à l'époque, elle ne savait pas que j'étais son père et que c'est ma fille. Donc en fait, j'ai une fille de 43 ans, un fils de 25 ans et je me sens le père, avec son autre père, d'un fils de 38 ans. Et cette première fille, vous avez une relation avec elle? Oui, oui. Paternelle? J'ai une relation. On essaye de construire, parce qu'on se connaissait très bien. Donc on essaye de se construire au-dessus de l'amitié, maintenant, une relation paternelle. C'est une expérience un peu exceptionnelle. Là, on se voit de temps en temps. Elle n'habite pas Francfort, etc. Mais aujourd'hui, on normalise la chose. Elle a aussi des contacts avec nos fils, etc. Et c'est pour cette famille-là que vous avez arrêté la politique à un moment donné, le Parlement européen, puisque vous l'avez raconté, vous avez été malade, un cancer, et vous vous êtes dit, je veux partager du temps avec cette famille. On voit bien à quel point elle vous constitue, cette famille, plutôt que d'aller perdre mon temps au Parlement européen. C'est ça, c'était quoi comme... Ça faisait 20 ans. 20 ans de Parlement européen, 4 mandats, je trouvais que ça suffisait. Et c'est vrai que quand j'ai eu, disons, ce cancer à la thyroïde, c'est un cancer que vous enlevez la thyroïde et c'est fini, hein, ça m'a quand même choqué. Je me suis dit... Dany, voilà, tu vas avoir bientôt 70 ans et j'ai encore une dizaine d'années à être maître de ma vie. Et c'est après ça que vous avez pris la nationalité française. Il y a un lien ou aucun? Moi, j'en devine un, mais est-ce que vous le faites? Vous avez pris la nationalité française le 22 mai 2015, donc vous avez la double nationalité, allemande, française. Et quand maintenant on arrive à la fin de l'émission, on comprend bien toute cette cohérence. Et aujourd'hui, vous avez ces deux piliers. Mais on se dit qu'après avoir traversé tout ça, peut-être que vous êtes dit c'est une façon d'affirmer vraiment qui je suis, voilà. Oui, dit comme ça, c'est vrai. C'est pas la peur de la... Enfin, peut-être que c'est même aussi l'idée de la mort. Pas la peur de la mort, mais l'idée de la mort. L'idée de la mort, quand vous entendez cancer, bon, voilà, vous pouvez pas... c'est quelque chose qui vous projette dans la finitude de la vie. Et à ce moment-là, je me dis, mais non, il faut quand même que tout soit clair. Je ne suis pas allemand, je ne suis pas français, je suis, ce que j'ai dit tout à l'heure, un bâtard, et je veux que ça devienne une réalité. Et donc, j'ai fait ma demande de nationalité française. Le consulat français à Francfort a été formidable. Ils m'ont dit, Monsieur Cohn-Bendit, vous y arriverez pas. Ils ont tout fait pour moi. Ils m'ont dit, on a besoin de ceci, cela. Et c'était très drôle parce que je roulais donc avec ma femme l'été dernier, c'était en mai, je roulais sur une autoroute de Floride, où on a passé 9 mois aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, et le téléphone sonne, et c'est Cazeneuve qui est à l'appareil, il dit « Je viens de signer ta nationalité française », et c'était, je crois, 2 ou 3 jours, 30 ans ou 40 ans, je me rappelle plus combien de temps, après mon expulsion de France en mai. Et le ministre de l'Intérieur m'appelle et me dit, voilà, maintenant, Dany, tu es aussi français. Et j'ai dit, bah, c'est bien comme ça. Ça fait une belle fin. Merci beaucoup, Daniel Cohn-Bendit. On va débriefer rapidement. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci, je vous remercie. Waouh. Vous en avez dit des choses. Oh, pas tellement. Bah, si, d'abord, vous avez mis les pièces du Pulse dans le bon ordre. Ouais. Et puis, si, ne serait-ce que même si vous racontez que vous avez une fille sur le tard, enfin, on découvre, si, vous en avez dit beaucoup, en fait. Il y a quand même juste un point essentiel où vous n'êtes pas d'accord avec votre frère, c'est justement cette nationalité allemande. Vous la datez pas du tout de la même façon. Je crois qu'il se trompe. Je crois qu'il se trompe. Lui, il doit dire la même chose que ça. Je vais lui prouver. Mm-hmm. On peut dire que vous êtes fier de tout ce que vous avez traversé? Oui. Parce que tout est cohérent, en fait. Oui, oui, je suis absolument fier
de ma vie. Je suis fier même des erreurs. Non pas qu'il ne fallait pas les commettre, mais c'est comme ça, je veux dire. Ouais, c'est ça qu'on voit bien dans ce que vous nous avez raconté. Il n'y a pas à inventer quelque chose d'autre. Voilà. Je suis surpris parce que sur cette polémique, la seule, comme vous dites, la tâche, je me suis pas senti, moi, très à l'aise pour vous en parler d'abord, et je vous ai trouvé beaucoup plus à l'aise que moi, finalement, sur ce truc-là. Mais oui, parce que c'est très méchant. Et c'est vrai que quand on n'a pas envie d'être méchant, on se dit mais comment on va se dépatouiller de cette histoire. Bon, c'est comme ça. Il y a des histoires qui existent. Et vous êtes très à l'aise pour en parler finalement, quoi. Vous auriez pu dire ouais, mais vous avez une histoire avec Marie-France Pizier. C'est vrai aussi, c'est comme ça. J'avais prévu de vous en parler, mais on avait parlé trop de choses. D'accord. J'ai presque. Ça, c'est pas une tâche, Marie-France Pizier. Non, mais je veux dire, voilà, on peut parler des... C'est elle qui vous a sorti de France. Voilà, pour moi... Enfin, je veux dire, voilà, c'est que ça, la vie. Bon, il y a des tas de choses. Vous assumez comme ça. tout, quoi, en fait. Non, j'assume. Ouais, vous assumez je dis, tout. voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. Ouais. C'était super chouette. Merci beaucoup, Daniel Cohn-Bendit. Je vais vous laisser terminer comme d'habitude. Vous complétez la phrase. Pour vivre heureux, il faut en avoir envie. Super. Pour vivre heureux, il faut en avoir envie et vous en avez envie depuis tout le temps. Merci beaucoup, Daniel Cohn-Bendit. Merci infiniment. Merci.